Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mardi 21 juillet au Burundi. Près de 3 800 000 Burundais seront devant les urnes aujourd'hui pour élire leur président. Un scrutin que dénonce l'opposition et la société civile qui juge contraire à la Constitution un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Rappelons en effet par ailleurs que l'annonce en avril dernier de la candidature de M. Nkurunziza a plongé son pays dans la pire crise politique qu'il a jamais connue depuis 10 ans et dans laquelle au moins 80 personnes ont trouvé la mort entre manifestations interdites et réprimées, parfois à balles réelles, médias privés réduits au silence ou encore des journalistes et opposants cachés ou en exil, sans oublier cette atmosphère d'intimidation créée notamment par les Imbonerakure, ces jeunes du parti CNDD-FDD au pouvoir et qualifiés par l'ONU de milices. Dans ce contexte et après déjà 2 reports dans le temps, la communauté internationale estime que le scrutin présidentiel qui se tient aujourd'hui ne peut pas être crédible. Et hier, à la veille de l'élection de ce mardi, les agents de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, affirmaient être prêts pour l'élection présidentielle de ce 21 juillet. Écoutez. Nous avons demandé à nos structures décentralisées de faire ce travail en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité et du matériel et des ressources humaines. Donc, les indicateurs que nous avons, demain, les élections auront bel et bien lieu. Et précisons qu'hier lundi, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a appelé les autorités burundaises à tout faire pour assurer la sécurité et la tenue pacifique de cette élection présidentielle, ainsi qu'à, je cite, s'abstenir de commettre toute forme de violence. Par ailleurs, la MINUB, la mission d'observation électorale des Nations Unies au Burundi, sera déployée pour surveiller ce scrutin. En Afrique de l'Ouest, le Ghana subit une épidémie de grippe aviaire qui attaque la volaille du pays. Pour le moment, le virus H5N1 a déjà causé des morts par milliers dans les volailles. Conséquence, les autorités interdisent désormais la vente et le transport de volailles vivantes. Précisons que si la maladie peut être transmise aux humains, aucun cas n'a encore été signalé selon le ministre de l'Agriculture. Écoutez ces détails. On a eu des épidémies dans 5 des 10 régions et nous avons des oiseaux contaminés dans l'un des marchés de la capitale. Donc nous avons mis en place une interdiction de transport d'oiseaux d'un endroit à un autre. Nos frontières sont vraiment prêtes et puisqu'il y a eu au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire, et nous avons aussi une frontière avec le Nigeria à travers le Togo, donc nous sommes très stricts à nos frontières maintenant pour être sûrs de ne pas avoir des volailles ni aucun oiseau ou produit qui passe la frontière. La prochaine étape est de nettoyer, désinfecter et asperger, ce qu'on a commencé à faire. Et selon les services vétérinaires, il faut attendre au moins 4 mois. Ils amèneront des oiseaux pour faire des tests et savoir si le virus est toujours présent ou non. Dans le Togo voisin, une pénurie d'essence vient d'être signalée dans certaines stations-service de la capitale Lomé. Pas facile donc pour les conducteurs de voitures ou de taxi-moto de s'approvisionner en carburant et les files d'attente devant les stations-service s'allongent. Pas d'explication officielle pour le moment sur les causes de cette situation et du côté des responsables des compagnies de distribution d'essence qui ont été contactées, Motus également. Noël Tadénion, notre correspondant au Togo, a recueilli quelques réactions à Lomé. Écoutez. Mais moi je me dis c'est ces genres de situations qui font que nous sommes obligés d'aller vers les bourrets. Ils disent de ne pas utiliser les bourrets et maintenant à la station même il n'y a pas d'essence. Non, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Parfois ils nous disent ils vont réduire le prix de l'essence et quelque temps après ça augmente. Actuellement on le paie plus ou moins cher et il y a encore pénurie. Soyons sérieux. Dans quel pays nous sommes? Ce n'est pas sérieux. Nous sommes conscients que l'essence est la base de tout. S'il commence à y avoir pénurie, vous allez voir que quand nous allons aller dans les supermarchés pour acheter quelque chose, ils vont nous dire que c'est cher, ils vont augmenter le prix parce que pour les faire déplacer, il n'y a pas d'essence et ça coûte cher. Le carburant frelaté, il est sérieusement combattu sur toutes les formes. Par le passé, ça c'était une solution. Maintenant, on les traque sérieusement et c'est très difficile. Quand vous quittez quelque part de très 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 loin, vous arrivez dans une station d'essence
vous arrivez, vous êtes désolé, il n'y a pas de carburant, vous ne savez même pas à quel sens se vouer, que le gouvernement trouve rapidement une solution à cette situation qui perdure. Ça ne va pas. Dans les autres pays, il y a le pétrole quand même, il y a l'essence quand même, parce que j'étais à Plao la semaine passée, il n'y avait pas ce problème. Alors que tu rentres dans le Togo, sur la frontière, les gens ramènent le carburant, nous vendent ça à 800 francs le litre. C'est pas normal. Moi, je ne sais pas à quoi cela est dû, mais... En Afrique de l'Est, le Soudan du Sud, dont la guerre civile enlise chaque jour un peu plus la population dans la crise, va bénéficier d'une nouvelle aide extérieure. C'est l'acteur américain George Clooney qui l'a annoncé hier lundi. Il vient de lancer un nouveau projet appelé la Sentinelle et fondé avec John Pendergast du groupe de défense des droits de l'homme Enough Project. La structure enquêtera sur l'origine des financements des conflits au Soudan du Sud, mais aussi dans d'autres pays africains, comme par exemple au Soudan, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo. Précisons que l'acteur oscarisé de 54 ans est engagé depuis de longues années déjà dans la lutte pour la paix au Soudan et au Soudan du Sud. À l'international, c'est un autre pas historique qui vient d'être franchi dans le rapprochement diplomatique entre les États-Unis et Cuba. Hier lundi a officiellement marqué l'ouverture d'une ambassade américaine à Cuba. Pour les Américains qui étaient présents dans l'île des Caraïbes, eh bien, le moment est mémorable. Il n'y avait plus eu d'ambassade américaine à La Havane depuis 54 ans. De leur côté, les Cubains espèrent que tout sera plus facile désormais avec l'ouverture de cette représentation diplomatique, anciennement appelée section d'intérêt américaine avant ce changement de statut. Et je vous propose d'écouter ces réactions de la population, à la fois des Cubains et des Américains. C'est très émouvant. C'est une expérience que beaucoup de gens attendaient. On verra maintenant si on peut voyager plus facilement, plus souvent, emmener mes enfants. Je suis venue avec 2 de mes filles. Je pense que c'est un moment mémorable et je suis excitée d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est déjà ouvert ou pas encore, mais je suis excitée. Je pense que c'est un moment historique parce que malgré les différences entre les gouvernements de Cuba et des États-Unis, qui sont incompatibles pour l'instant, nous avons beaucoup de points communs sur lesquels travailler. Après tout, il y a aux États-Unis une énorme communauté cubaine, donc tout rapprochement est important. À partir de maintenant, tout sera plus facile. Et même son de cloche du côté des États-Unis, où le secrétaire d'État américain John Kerry a reçu hier son homologue cubain Bruno Rodriguez, et il s'agissait de la première visite de ce type pour un diplomate cubain depuis 1958. C'est la première visite d'un ministre des Affaires étrangères cubain au département d'État depuis 1958 et aujourd'hui marque le rétablissement des relations diplomatiques normales entre nos 2 pays et la réouverture de nos ambassades après une rupture qui a duré 54 ans. C'est un jour historique où les barrières tombent. Ratificamos la voluntad de Cuba. Nous affirmons à nouveau la volonté de Cuba de se diriger vers une normalisation des relations avec les États-Unis de manière constructive, sans que cela porte atteinte à notre indépendance et sans intrusion dans notre politique intérieure qui reste la souveraineté exclusive des Cubains. Depuis cette ambassade, nous allons continuer à travailler d'arrache-pied pour promouvoir les relations culturelles, économiques, scientifiques, académiques et sportives et les relations amicales entre nos 2 pays. Nous voulons communiquer le respect et la reconnaissance du gouvernement cubain envers le président américain pour avoir demandé au Congrès de lever l'embargo et aussi pour le changement de politique qu'il a annoncé. Football à présent avec les suites de la saga au sein de la FIFA. Sauf que cette fois-ci, c'est un comique britannique qui a créé la polémique. Avant la conférence de presse au cours de laquelle Sepp Blatter a annoncé que l'élection du prochain président de l'instance internationale de foot se fera le 26 février 2016, le président en exercice, qui ne se représentera pas à sa succession, a reçu, vous l'avez vu, une pile de faux billets jetés sur lui. C'est l'humoriste britannique Simon Brodkin, de son nom de scène Lee Nelson, qui a fait irruption dans la salle en lui proposant des faux billets en contrepartie de l'organisation du Mondial 2026 en Corée du Nord. Rappelons en effet que la FIFA, qui est la plus importante fédération sportive au monde, est actuellement au centre d'un scandale de corruption. Et vraisemblablement perturbé par cette interruption, le président de la FIFA, Sepp Blatter, a refusé de s'exprimer tant que les faux billets n'étaient pas débarrassés de l'endroit. Écoutez.
On va devoir nettoyer ça ou je ne serai pas capable de m'exprimer. Nous sommes ici pour parler football, cela n'a rien à voir avec le foot. Je reviens dans un instant. Terminons ce flash information avec un retour sur la 10e édition des Mamas, comprenez les MTV Africa Music Awards, une cérémonie qui récompense le talent des artistes musiciens africains. L'événement s'est tenu le week-end dernier à Durban, en Afrique du Sud. Et encore une fois, le Nigeria a raflé la mise. Le chanteur Davido a en effet reçu le prix du meilleur artiste masculin. La chanteuse Yemi Alade, l'interprète du tube Johnny, a aussi été distinguée. La meilleure chanson est revenue au collectif Mavins Records pour son titre Dorobuchi. Quant à l'award du meilleur groupe, il est revenu à P-Square, également sacré meilleur artiste de la décennie. Grosse déception en revanche pour les Togolais de Toufan, nominés dans 4 catégories. Ils sont quand même repartis bredouille. Côté francophone, le chanteur ivoirien DJ Arafat, absent de la cérémonie, a quand même été récompensé. Et des artistes reviennent sur cette 10e édition des MTV Africa Music Awards. On les écoute. Ce n'est pas seulement le 10e anniversaire de MTV Base, mais vous savez, Mandela nous a aidés à être à l'origine de ça. Et être dans le pays pour célébrer un tel homme, un grand humaniste, et prendre part à cela, c'est vraiment une bénédiction. Et c'est pourquoi je suis ici également. Je me sens bien. J'ai eu une année formidable en termes de musique, de production, de créativité et de récompenses. Donc pour moi, c'est la dernière récompense de la saison. Et ensuite, je travaillerai au prochain album. J'ai été nommé 4 fois. J'ai été nommé 4 fois l'année dernière et j'ai été reparti à la maison avec 2 récompenses. Donc on verra ce qui se passera cette année. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 21 juillet. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mercredi pour votre prochain point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.